Bonjour à tous. Alors, cet épisode, il est un peu particulier parce qu'en fait, il va clôturer cette série sur la fiscalité immobilière que j'ai inaugurée il y a déjà quelques temps. J'ai un peu de retard, je reconnais pour conclure, mais ça y est, on arrive à la fin de cette série d'épisodes. Alors, pour rappel, dans un premier épisode, j'avais posé en fait les bases pour expliquer en fait en quoi la fiscalité immobilière c'était quelque chose d'absolument fondamental quand on était un investisseur, en fait quand on s'intéressait de manière générale à l'immobilier. Dans le deuxième épisode, on est allé davantage dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on a traité d'une question qui est la question de la location nue. Donc j'ai consacré un épisode entier sur cette problématique de la location nue. Dans le troisième épisode, nous allons traiter de la question de la location meublée, alors, qui est non seulement une question complexe, mais qui, en 2024, a été quand même agitée de soubresauts, de changements, de pieds, etc., de la part du gouvernement et du Parlement, qui fait que, même encore à l'instant où je vous parle, on ne sait pas trop ce qui va se passer fiscalement concernant la location meublée l'année prochaine. Dans le quatrième épisode, on a traité d'une question qui est là encore essentielle quand on achète un bien immobilier avec l'optique de le revendre plus tard, c'est la question des plus-values immobilières. Et là, on va clôturer sur une question qui, là encore, est une question qui est relativement complexe, que je vais essayer de simplifier, mais sans en rentrer non plus dans quelque chose de trop simpliste, c'est la question de la défiscalisation. Alors, je vous rappelle aussi autre chose, c'est que toute cette série de 5 épisodes, donc assez longue parce que ça nous fait au total quasiment presque 4h30 de vidéos, tout ça va est en passe de se retrouver dans un e-book gratuit, j'insiste bien, qui va récapituler l'ensemble des informations contenues dans ces 5 épisodes. Vous pouvez vous inscrire. C'est dans les notes de l'épisode et vous pouvez vous inscrire pour obtenir gratuitement cet e-book dès qu'il sera disponible. Alors, dans cet épisode, il y a des choses que je ne vais pas traiter. Je préfère le dire d'emblée pour bien cerner le sujet qui va nous occuper. Je ne vais pas traiter de choix fiscaux et de régimes spécifiques, parce que je pars du principe que c'est, même si c'est intéressant, c'est pas tout à fait dans le champ de ce qu'on appelle la défiscalisation. Alors on pourrait critiquer ce choix, mais je fais aussi ce choix par une volonté de ne pas faire un épisode qui va durer 3 heures, parce que ça pourrait être le cas. Par exemple, je ne vais pas traiter des questions qui permettent de payer moins d'impôts quand on fait de la location meublée. Alors là-dessus, c'est un point que j'ai traité dans l'épisode consacré à la location meublée, notamment sur les amortissements au réel, qui permettent de faire une économie d'impôts assez importante. Je ne parle pas non plus dans cet épisode du démembrement de propriété, qui permet de réaliser des économies importantes sur les droits de succession. Alors là, on est dans le cadre d'une stratégie patrimoniale de transmission de ses biens à ses enfants. Et les parents qui, en général, font un démembrement de propriété, ils cherchent à ce que leurs enfants payent moins de droits de succession quand ils hériteront notamment d'une partie ou de la totalité du patrimoine immobilier. Je ne traite pas non plus, parce que ça, je l'ai traité dans l'épisode sur la location nue, je ne traite pas du déficit foncier et de la question du doublement du déficit foncier. Donc en fait, il y a un certain nombre de points spécifiques que je ne traite pas. Donc en fait, on va parler des grandes lois de défiscalisation, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal à faire avec les grandes lois de défiscalisation. Alors certaines, elles sont anciennes et bien ancrées dans nos habitudes fiscales, je vais les décrire, et puis il y en a d'autres qui vont disparaître prochainement. C'est le cas du Pinel. Alors Pinel, il est ultra célèbre, puisqu'il nous accompagne déjà depuis longtemps, mais on sait déjà depuis un certain nombre de mois que le Pinel, il disparaît au 31 décembre 2024. Et il y a l'avenir. Alors là, je reconnais qu'en cette période, il y a beaucoup d'incertitudes. On a une situation politique qui est pas simple. Voilà, j'en ai parlé dans des épisodes passés. On s'achemine dans les semaines qui viennent vers le vote de la loi de finances pour 2025, dont on ne sait pas ce qui va en sortir. Est-ce que même le gouvernement tiendra dans le cadre de ce vote de la loi de finances? On a une situation budgétaire de la France qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire pas très bonne, et donc on a une dette qui nous contraint aussi à faire des choix drastiques.
Donc en fait, on est dans un contexte quand même qui est pas, voilà, c'est pas des vents très favorables pour la défiscalisation. On sait très bien que le gouvernement actuel, moi j'ai tendance à dire tout gouvernement pour les 20 ans qui viennent va devoir faire un certain nombre de choix et que ben, dans des circonstances de ce type, l'État a plutôt tendance à renier les avantages fiscaux plutôt qu'à en mettre de nouveaux. Alors déjà, c'est quoi un dispositif de défiscalisation, pour être bien clair là-dessus? Alors moi, je trouve que le plus souvent, c'est un deal gagnant-gagnant entre l'État et le contribuable. C'est-à-dire que d'un côté, l'État dit, je vais accorder un avantage fiscal au contribuable, un avantage plus ou moins important, qui, dans la majorité des cas, se traduit par une réduction de l'impôt à payer. Ce qui d'emblée veut dire une chose, c'est que si je ne paye pas d'impôt, bah, a priori, tous ces dispositifs de défiscalisation ne m'intéressent pas. C'est-à-dire que si je ne paye pas d'impôt sur le revenu, à quoi bon m'engager dans un dispositif Pinel de réduction du montant de mon impôt, puisque de toute façon, j'ai rien à réduire. Bon. Alors, c'est un point quand même qui mérite d'être souligné, parce que je rappelle qu'en France, il y a davantage de contribuables qui ne payent pas l'impôt sur le revenu que de contribuables qui en payent. Alors, pas de beaucoup, hein, c'est une courte majorité, mais ça veut dire que d'emblée, on a une partie de la population qui, bon, voilà, se sent un petit peu exclue de ces dispositifs de défiscalisation. Donc, je parlais d'un avantage pour le contribuable. Et ben, évidemment, si l'État accorde un avantage, le contribuable va, lui, devoir faire un effort. Dans la grande majorité des cas, l'État va demander au contribuable de faire un effort sur la location du bien qu'il achète. Et c'est là où je dis que, bah oui, c'est un deal gagnant-gagnant. L'État accorde un avantage au contribuable et en échange, le contribuable achète un bien immobilier, il va le mettre sur le marché de la location et donc il va fluidifier le marché, etc., mettre davantage de biens sur le marché. Donc finalement, comme ça, sur le papier en tout cas, tout le monde s'y retrouve. Le problème de tout ça, c'est que c'est relativement coûteux pour les finances de l'État. Bah oui, parce que alors on pourrait toujours me dire: «Oui, mais c'est pas vrai puisqu'en fait, c'est une réduction d'impôt qui est accordée, donc ce n'est pas de l'argent qui coûte, à l'État». Oui, mais on peut aussi l'analyser sous l'angle que c'est un manque à gagner, pour l'État en termes d'impôts, donc on peut pas dire non plus que ce soit neutre. Alors il y a une grosse controverse, hein, ce sujet. Vous avez des professionnels de l'immobilier et j'entends tout à fait cet argument qui disent: en fin de compte, ce que cela coûte à l'État, ça lui rapporte davantage au final. Et puis, il y a le rapport de la Cour des comptes qui est intervenu récemment, en septembre 2024, qui a quand même pointé du doigt notamment le Pinel, mais pas que, en disant oui, c'est que ça coûte quand même beaucoup à l'État. Donc vous voyez qu'on est, et ça renvoie à ce que je vous disais il y a quelques minutes, ce contexte quand même assez particulier, où on se dit oui, est-ce que certains avantages fiscaux liés à l'investissement immobilier vont demeurer? Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui en 2024, on a l'impression qu'en fait la défiscalisation, elle ressemble de plus en plus à un cimetière avec des dispositifs qui sont soit n'ont pas été prolongés, soit dont on se dit qu'ils vont s'arrêter en fait très prochainement. Alors c'est là qu'il faut faire attention aux dates de fin des dispositifs. Puisque par exemple en 2024, vous avez des dispositifs qui sont arrêtés, mais qui vont continuer de produire des effets fiscaux. Exemple, le Pinel. Le Pinel, il s'arrête le 31 décembre 2024. Pour autant, si par exemple aujourd'hui, même si c'est un peu tard maintenant, mais admettons, j'investis en Pinel là en octobre 2024, ben, pendant les années qui vont venir, je vais continuer de bénéficier de réductions d'impôts alors même que le dispositif s'est arrêté en décembre. Or, moi, ce que je constate sur un certain nombre de sites internet, c'est que parfois, on ne fait pas la nuance entre les choses. Donc, des fois, on présente des dispositifs alors qu'il n'est plus possible aujourd'hui de les accrocher. C'est l'exemple du Censi-Bouvard. Je vais démarrer un peu par ça. C'est-à-dire que le Censi-Bouvard, c'est un dispositif qui, aujourd'hui, si en 2024, je veux investir dans le cadre de ce dispositif, c'est plus possible. Mais on peut rencontrer autour de soi des gens qui ont acheté dans le cadre du Censi-Bouvard il y a quelques années et qui continuent de bénéficier des avantages fiscaux. Donc attention toujours à cet effet date. Alors de quoi on va parler? Parce que maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet.
Alors, je vais démarrer par le Censi-Bouvard, qui justement est un dispositif qui n'existe plus. Ça permet de voir, voilà, comment à un moment donné, un dispositif s'arrête, mais continue de produire des effets. On va regarder les dispositifs qui, a priori, s'arrêtent au 31 décembre 2024. Je pense au Pinel, au Malraux, au dispositif Bloc Avantage. Donc, même s'il y a quand même peu de chances que, par exemple, le Malraux s'arrête, mais en tout état de cause, sa date de fin est programmée au 31 décembre 2024. Le Pinel, la cause est entendue, il s'arrête. Et puis, on a les dispositifs qui restent après 2024. On le sait aujourd'hui. Je pense à la loi monument historique, je pense aux deux Normandie et je pense au Girardin immobilier. Donc voilà de quoi je vais parler. Donc il y a assez de matière. Donc, après cette introduction globale, Passion Immo, c'est parti et on va parler de défiscalisation. On va donc démarrer par les dispositifs qui se sont arrêtés. Alors, je vais parler d'un dispositif, le Censi-Bouvard. Je pourrais parler de beaucoup de dispositifs, c'est pas le sujet. Et puis à un moment donné, je vois pas l'intérêt sur une séquence qui est prévue pour vous expliquer les dispositifs de défiscalisation auxquels je suis susceptible de bénéficier en 2024. Je vois pas l'intérêt de faire un historique qui remonterait 30 ans en arrière, parce que des dispositifs ces dernières décennies, on en a eu de très nombreux. Certains sont venus remplacer les autres, etc. Ah bon, on va pas partir là-dedans. Pourquoi Censi-Bouvard m'intéresse? Parce que aujourd'hui, c'est un dispositif pour lequel il n'est plus possible d'y entrer. Il a pris fin le 31 décembre 2022. Donc, il y a 2 ans, il s'est arrêté. C'était un dispositif qui était intéressant puisqu'il permettait de réduire ses impôts jusqu'à 11% de la valeur du bien pendant 9 ans. Mais on avait quelque chose qui était extrêmement ciblé. Il s'agissait de biens meublés, c'est pas si fréquent que ça, dans des résidences-services pour seniors, étudiants ou EHPAD. Donc on voit bien la destination ici de l'investissement, c'était pas un bien immobilier traditionnel. Et en échange, l'appartement devait être mis en location. Alors c'est un dispositif qui a plutôt pas mal fonctionné. Moi je connais des agents immobiliers, je pense à un en particulier, oui, il faisait que ça pendant plusieurs années. Puis après il s'est réorienté quand le Censi-Bouvard a commencé un petit peu à piquer de la tête, parce que c'est souvent le cas en matière de dispositifs. Ils ont un âge d'or et puis à un moment donné, bon, ils perdent de leur attractivité. Donc on avait des gens qui investissaient par l'intermédiaire du Censi-Bouvard, par exemple, dans des EHPAD, qui donc louaient le bien qu'ils avaient acheté, donc à des gens qui se retrouvaient en EHPAD, avec peut-être même pour certains, c'était certain, cet objectif que eux, une fois qu'ils auraient besoin de cet appartement qu'ils avaient acheté, ils pourraient en bénéficier dans cette EHPAD. Donc ça, c'est terminé. Alors c'est terminé, c'est-à-dire comme je viens de le rappeler, aujourd'hui en 2024, je ne peux plus acheter dans le cadre du Censi-Bouvard, mais pour autant, tous ceux qui ont acheté dans le cadre du Censi-Bouvard jusqu'au 31 décembre 2022, ils continuent d'en bénéficier. Ça, c'est la philosophie même des dispositifs de défiscalisation. Il y a une date de fin du dispositif, mais si je suis rentré avant cette date de fin, je continue d'en bénéficier pendant des années plus tard. Voilà, c'est tout l'intérêt d'ailleurs ici. Donc, maintenant, on va plutôt aborder des dispositifs encore en œuvre. Voilà, je voulais prendre l'exemple du Censi-Bouvard, surtout que, comme je l'ai dit dans mon introduction, le Censi-Bouvard, aujourd'hui, si vous allez sur certains sites internet, il y a une telle ambiguïté de rédaction que vous vous interrogez, tiens, mais au fait, est-ce que ce serait pas possible en 2024 de continuer de bénéficier d'acheter un bien dans le cadre du Censi-Bouvard? La réponse, elle est non, catégoriquement non. C'est aussi la raison pour laquelle je voulais en parler. Alors maintenant, on va regarder les dispositifs qui sont censés s'arrêter au 31 décembre 2024. Pourquoi? Parce que, alors, pareil, je fais une parenthèse sur le fonctionnement des dispositifs. Quand on crée un dispositif de ce type, en général, on le crée pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire
parfois davantage. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin de la date, quand la date de fin du dispositif arrive, en général, dans le cadre du vote de la loi de finances, on le prolonge de plusieurs années supplémentaires, ou on y met fin. Alors le premier, c'est le Pinel. Alors le Pinel, c'est sûrement le plus emblématique de toutes les lois de défiscalisation. Il existe depuis 2014, donc ouais, ça fait 10 ans. Il a succédé à un ancien dispositif qui s'appelait le dispositif Duflot, qui lui-même avait succédé à d'autres dispositifs. Alors pourquoi il est emblématique? Il est emblématique parce que il résume bien une politique du logement qui a été pendant longtemps une politique du logement active en direction de la construction neuve. Parce que le Pinel, si je veux le résumer très simplement, j'achète un bien immobilier dans le neuf, je le loue sur une période comprise entre 6 et 12 ans, mais j'ai des conditions de location qui sont des conditions de location particulières, puisque moi, en tant que bailleur propriétaire de ce bien acheté en Pinel, je dois tenir compte des revenus du locataire qui doivent se retrouver en dessous d'un certain plafond, et le loyer lui-même, il doit être inférieur à un certain plafond. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que dans le cadre d'un Pinel, je ne fais pas ce que je veux. Je dois cibler mon locataire et je dois cibler mon loyer. Et il doit être en dessous d'un certain plafond. Ce qui fait que d'emblée, on sait qu'il y a des investisseurs qui n'ont jamais souhaité s'inscrire dans le cadre du Pinel parce qu'ils voulaient conserver la liberté, en fait, de fixation de leur prix du loyer. Donc on voit bien que il n'y a pas toujours une automaticité à se retrouver dans un dispositif de défiscalisation. C'est aussi affaire d'opportunité, de localisation géographique. Et on le sait très bien, des spécialistes vous diront, oui, mais dans telle ville, dans tel quartier, non, vaut mieux pas acheter en Pinel parce que c'est bien de conserver en fait une liberté sur le choix du montant du loyer. Donc, l'État, vous voyez, impose des conditions, mais qu'est-ce qu'il donne en échange? Une réduction d'impôt, qui est égale, en fait, à l'investissement, alors pas la totalité, mais jusqu'à 21% du total de l'investissement. Ce qui fait que c'est quand même un avantage important. Vous investissez dans un bien immobilier et en échange, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt qui est égale à 21% de l'investissement. Alors pas d'un coup, étalé dans le temps, selon la période de location. Donc ce dispositif, il a existé pendant longtemps, mais il disparaît au 31 décembre. Alors ça vient pas de sortir, on le sait déjà depuis un peu plus d'un an, que le dispositif s'arrête au 31 décembre. Alors ça fait hurler les promoteurs, ce qui est de bonne guerre, c'est tout à fait logique, et puis ils ont des arguments à présenter. Moi, je pense qu'il n'est pas interdit de mettre fin à un moment donné à un dispositif. Un dispositif, il n'est pas là pour être inscrit dans le marbre pour l'éternité. Mais je trouve que le Pinel est l'exemple même de ce que l'État ne sait pas faire. C'est-à-dire que on pourrait très bien imaginer que l'État, face à un dispositif Pinel, le mette en sommeil ou réduise en fait les avantages qui y sont rattachés dans des périodes où on n'en a pas vraiment besoin. Est-ce qu'il y a des périodes où on n'a pas vraiment besoin d'un dispositif fiscal? Mais clairement, oui. Quand le volume des ventes est suffisamment fluide pour faire qu'en fin de compte, ces dispositifs fiscaux sont plus des effets d'aubaine que des éléments qui vont vraiment dynamiser le marché. Dans ces cas-là, on pourrait très bien les réduire ou dire on les met en parenthèse pendant une période donnée. Et à d'autres périodes, quand on en a besoin, on les réactive, voire on les muscle en leur donnant davantage de bénéfices. Pourquoi ne pas à ce moment-là augmenter la réduction d'impôt quand le marché commence soit à se réduire, soit, comme c'est le cas en ce moment, à se casser la figure. Et ça, l'État ne sait pas faire. Et je trouve que c'est un vrai souci. C'est-à-dire que le Pinel disparaît au moment où, au contraire, il aurait fallu le laisser en place. Donc le message est complètement à contretemps. On a l'impression qu'ici l'État réagit avec 2 ans de retard sur la prise des événements. Beaucoup ont pensé que le Pinel allait être remplacé par un autre dispositif à partir du 1er janvier 2025.
C'est pas trop ce qui est annoncé, hein. Alors j'ai entendu il y a quelques jours la nouvelle ministre du Logement qui disait que peut-être il y aurait une réflexion. Donc à voir, on est dans de l'incertitude. Et à chaque fois, bon, bah, je mets toujours en garde quand je fais ce genre de vidéos ou de podcasts. Bon, attention, hein, ce qui est valable à un moment donné, à une date donnée, là, en octobre 2024, bah, peut-être que dans quelques semaines, où il y aura un changement qui s'opérera et que ce que j'aurais dit, en tout cas, bah, sera peut-être frappé sous le sceau de l'obsolescence. Voilà, ça arrive assez souvent en fiscalité. Bon, en tout cas, tout ce que j'explique là est évidemment valable en octobre 2024. Donc, en octobre 2024, a priori, le Pinel disparaît et il n'est pas censé être remplacé. On va bien voir. Autre dispositif qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 et qui fait que là, encore aujourd'hui, bah, on ne sait pas ce qu'il va en être, c'est le Malraux. Alors, le Malraux, c'est un dispositif qui est ancien, il date de 62. Malraux, André Malraux, l'ancien ministre de la Culture du général de Gaulle. Donc en fait, je remonte assez loin dans l'histoire de la Ve République. On avait un ministre à l'époque qui était très attaché au patrimoine, et donc une loi qui porte son nom, qui est toujours en vigueur 60 ans après, quasiment. Enfin oui, plus de 60 ans après, dont l'objectif était de sauvegarder et de protéger le patrimoine ancien. Selon moi, ce dispositif va être prolongé dans l'actuelle loi de finances, ou peut-être modifié, mais enfin, je ne crois pas à sa disparition totale. On va scruter avec attention cette prochaine loi de finances. Si je résume ce Malraux, là encore, c'est de l'investissement locatif, hein. J'achète un bien pour le louer. Mais c'est la location d'un bien très particulier. C'est un bien immobilier ancien. Le Pinel, c'était du neuf. Là, on est sur de l'ancien. Et dans certaines zones éligibles, là, on parle de sites classés, hein. Donc, on est là vraiment dans un ciblage qui est quand même un ciblage extrêmement réduit. Il s'agit de réaliser, en revanche, des travaux de restauration avant la mise en location. Donc, vous voyez, on est sur de la restauration de l'ancien dans des sites classés. Et là, on a une réduction d'impôt qui va être entre 22 et 30% et qui est calculée sur le montant des travaux de restauration. On a là quelque chose qui, vous voyez, là, quand je monte à 30% de réduction d'impôt, c'est quand même très important. Et quand, à la fin de l'épisode, je vais parler du plafonnement des niches fiscales, je reviendrai sur le Malraux, parce que le Malraux présente un gros avantage par rapport à ce plafonnement des niches fiscales. Donc le Malraux, voilà, hein, on a un autre dispositif ici qui est, il faut le reconnaître, relativement intéressant, mais qui ne s'adresse pas là à tout type de biens immobiliers. C'est des biens immobiliers très très ciblés. Alors moi, je connais des investisseurs qui ne cherchent que ça. Voilà, ils cherchent des biens qui vont rentrer dans ce cadre-là. La recherche n'est pas toujours évidente, hein. Enfin, la recherche aussi, mais trouver ce type de biens qui correspondent en fait à l'éligibilité du Malraux, ça, c'est pas toujours facile à trouver. Autre dispositif dont on sait que normalement il s'arrête au 31 décembre 2024, c'est un dispositif qu'on appelle le dispositif LOC Avantage. Pas très connu, voilà, un peu problématique, hein, là aussi, face à un certain nombre de dispositifs de défiscalisation. Là encore, réduction d'impôt contre la mise en location d'un bien. On voit que c'est vraiment le grand classique, ça, hein, réduction d'impôt contre mise en location d'un bien. Mais on ajoute un point. À condition de faire une convention, le bailleur doit faire une convention avec l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. C'est l'ancien dispositif COS que l'on a remodelé. Et là, on peut bénéficier de réductions d'impôt assez importantes puisqu'elles vont de 15 à 65%. Ouais, j'ai bien dit 65%. Mais on va voir qu'il y a des conditions. De toute manière, il faut toujours comprendre cette philosophie globale. Si l'État accorde beaucoup d'avantages fiscaux à un moment donné, c'est qu'il attend pas mal en retour. Le problème, c'est quand il attend trop en retour, qu'il met tellement de conditions que le dispositif, finalement, marche peu, voire pas du tout. Et c'est le cas du dispositif LOC Avantage. Il est très peu connu. On n'a pas un effort de communication gigantesque de la part de l'État sur ce dispositif. Et bon, il n'attire pas les fous. Voilà, il faut être très honnête là-dessus. Si je le résume, il faut être propriétaire d'un bien
Il faut le louer à un prix inférieur au prix du marché. Il faut avoir des locataires avec des revenus inférieurs à un plafond. Donc, ouais, jusque-là, on est sur des choses connues, hein. Euh, je ne dois faire que de la location nue, donc location meublée ici totalement exclue. Je dois louer au moins 6 ans. Et là, c'est peut-être là où le bas blesse en quelque sorte. On a une réduction d'impôt qui va être d'autant plus importante si on a recours à ce qu'on appelle un intermédiaire locatif. Alors, c'est quoi un intermédiaire locatif? C'est par exemple une agence immobilière sociale ou c'est une association agréée par l'État. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un intermédiaire qui va louer le bien. C'est là où les bailleurs n'ont pas spécialement envie de voir leurs biens traités de cette manière. Moi, je pense à tort, parce que le fait de passer par une agence immobilière sociale ou une association agréée par l'État peut au contraire présenter une forte garantie pour le bailleur sur son bien. Voilà, donc c'est quelque chose effectivement à étudier. Mais toujours est-il, c'est un petit peu voilà ce que je vous explique depuis quelques minutes, il est peu utilisé compte tenu de ces contraintes. Alors, il est encore en place jusqu'au 31 décembre 2024. Autant sur le Malraux, bon, j'ai pas beaucoup d'incertitudes. Je suis quasiment certain qu'il va être prolongé après le 31 décembre 2024. Si c'est pas le cas, vous pourrez me brûler sur la place publique. J'assume totalement que je me serais trompé. Ça m'arrive hein, de temps en temps. Le dispositif Locavantage, je serai un peu plus dubitatif. Voilà, est-ce qu'il sera maintenu ou pas? J'ai envie de dire que s'il n'est pas maintenu, c'est pas une perte gigantesque compte tenu du peu d'efficacité, du peu d'attractivité qu'il a. Alors maintenant, je vais passer au registre des dispositifs qui restent. C'est-à-dire, on sait parce que ces 2 dernières années, ils ont été prolongés suffisamment longtemps. J'ai la loi monument historique, j'ai le dispositif de Normandie et j'ai le Girardin immobilier. Donc 3 dispositifs pour lesquels j'ai une visibilité encore suffisante pour les années qui viennent. La loi monument historique. Ah, c'est la plus ancienne. 1913. On met en place cette loi monument historique en 1913, ça fait plus d'un siècle. Alors, ce qui montre bien que tous ces dispositifs de défiscalisation, certains d'entre eux, ils sont inscrits dans l'histoire, quoi. Ils font partie du paysage depuis très longtemps. C'est des dispositifs qui sont d'ailleurs très connus de certains. Alors, faut pas le confondre avec le Malraux, parce que des fois, on a tendance un peu avec le Malraux, parce qu'on entend parler de monuments historiques. Tout à l'heure, j'ai parlé concernant le Malraux de ciblage sur des sites classés. En résumé, le dispositif. Parce que je ne l'ai pas dit au départ, mais mon but, c'est vraiment de résumer les dispositifs, de faire une sorte de fiche pratique globale, pas rentrer dans les détails, enfin, ça n'aurait pas de sens. Il s'agit ici d'investir dans un bien classé monument historique. Donc j'insiste bien, le bien lui-même est classé monument historique. Je vais effectuer des travaux de rénovation, de restauration, la plupart du temps, et alors je ne rentre pas là encore dans le détail, donc je vais louer ce bien, ou alors je vais l'ouvrir à la visite. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose ici qui est quand même assez particulier. Et je vais avoir, l'attractivité va être là, je vais avoir la possibilité de déduire les charges foncières sans aucune limite, et notamment la possibilité d'imputer le déficit que je dégagerai sur mon revenu global sans aucune limite. Alors si vous avez un doute sur ce que ça signifie, je vous invite à réécouter l'épisode consacré à la location nue et tout ce qui concerne le déficit foncier. Et ce déficit foncier, j'avais expliqué, il est limité dans le temps, 10 ans. Je n'ai pas la possibilité d'imputer sur mon revenu global plus de 10 700 € chaque année. Et à la fin des 10 ans, le déficit que j'ai pas utilisé, il est perdu. Donc on voit que ça peut avoir évidemment son intérêt, mais ça reste relativement limité. J'ai pas tout ça avec la loi monument historique. Donc, résultat, c'est que c'est un dispositif qui est extrêmement attractif sur le plan fiscal. Il fait partie de ces dispositifs qui sont parmi les plus intéressants. Mais alors, par contre, il est extrêmement ciblé, bien classé dans un monument, bien classé monument historique. On voit bien que déjà ça correspond pas à tous les biens, loin de là.
Et on se doute bien qu'il y a une autre contrainte, qui est une contrainte ici architecturale, c'est qu'à partir du moment où je vais engager une rénovation ou une restauration sur un bien classé historique, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Donc il y a des contraintes quand même ici extrêmement précises, mais qui permettent de bénéficier d'un avantage fiscal vraiment très important. Deuxième dispositif dont je veux parler dans ceux dont on sait qu'il reste encore quelques temps, c'est le dispositif de Normandie. Alors, le dispositif de Normandie, lui, il a été prolongé jusqu'en 2027. Donc, on a encore un peu de temps devant nous. Si je veux le résumer, je dirais que c'est le Pinel dans l'ancien. Le Pinel, il était ciblé sur l'achat d'un logement neuf que je veux louer. Eh ben, le de Normandie, c'est l'achat d'un bien dans l'ancien que je veux louer. Voilà, on a transposé en fait les choses. Alors, on a une réduction d'impôt qui est de 21% au maximum, donc non négligeable, et qui peut aller jusqu'à 32% au maximum en Outre-mer. Donc là, encore, on voit un intérêt assez intéressant. Les conditions. Il faut donc un logement ancien avec des travaux. Là, il y a une nécessité de faire des travaux. C'est donc une commune avec des besoins de réhabilitation. Donc, toutes les communes ne sont pas concernées par le de Normandie. C'est de la location nue exclusivement. C'est de la location d'au moins 6 ans. Plafond de loyer, grand classique, avec un locataire en dessous d'un plafond de ressources. Pour l'instant, ça n'a pas rencontré un très grand succès. Il faut reconnaître qu'il y avait des grandes ambitions à l'égard de ce de Normandie. On s'est dit on va en faire un dispositif qui va être l'équivalent du Pinel dans l'ancien. Donc ça va permettre de mettre sur le marché un certain nombre de biens qui parfois ne sont plus loués parce qu'il y a nécessité de travaux. Le gros problème, c'est qu'on l'a trop ciblé géographiquement. Voilà. Bon, après, je me mets à la place de l'État, c'est que si vous faites une ouverture trop importante sur le plan géographique, vous allez multiplier les investisseurs qui vont vouloir en bénéficier, et ça vous fait évidemment des rentrées moindres sur le plan fiscal. Donc je peux comprendre aussi l'État qui cherche à limiter les effets. Mais là, on a l'exemple d'un dispositif où, à force de trop limiter, finalement, on le vide un petit peu de son contenu. En tout cas, il est toujours présent jusqu'en 2027. Donc, dans un cadre global où on voit bien qu'il y a des dispositifs qui ont soit disparu, soit qui vont disparaître, mais il reste quelque chose quand même à regarder avec attention. Et je vais terminer sur mon tour d'horizon par un dispositif, lui encore assez spécifique, le Girardin immobilier. Alors le Girardin immobilier, lui, il est encore en place jusqu'en 2029 sur un certain nombre de territoires. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Donc voilà, mais exclusivement ces territoires. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut réhabiliter un logement de plus de 20 ans, avec des travaux. Là, donc on n'est pas ici dans le neuf. On voit bien petit à petit que concernant la construction neuve, il n'y a plus grand-chose, quoi. Voilà. Une fois que le Pinel va être terminé, c'est vrai qu'il n'y aura plus trop d'outils qui vont inciter à acheter du neuf pour le louer. Ça, c'est un problème quand même. Alors après les travaux, il faut faire un choix. Soit le logement devient l'habitation principale pendant 5 ans du propriétaire, soit il est loué nu pendant au moins 5 ans. Donc là, il y a un choix à faire à ce moment-là. Et la réduction d'impôt, elle va se calculer, pareil comme d'habitude, sur les travaux réalisés, les matériaux, les équipements, la main-d'œuvre, à condition de pouvoir produire des factures afférentes à ces travaux, ces matériaux, ces équipements et cette main-d'œuvre. Et on a une réduction d'impôt qui peut être comprise entre 18 et 26%. Donc, c'est quand même assez négligeable. Alors, il y a une limite. Pour moi, il y a une limite ici. La première, c'est est-ce qu'il est bien d'acheter un bien immobilier en Guadeloupe, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, sans le visiter, sans être sur place.
Alors moi, j'ai des exemples par rapport à ça, des exemples qui sont des exemples désastreux, mais je veux pas, voilà, attention, ce ne sont que des exemples. Un exemple ne vaut pas généralité. D'investisseurs qui ont acheté des biens sans les visiter, qui ont été étonnés du peu de rentabilité au final parce que leurs biens n'étaient pas loués, puis quand ils se rendaient un petit peu plus compte de l'endroit où la construction s'était faite, je parle ici de logements neufs, donc on n'était pas dans le cadre du Girardin, qui se rendaient compte qu'en fin de compte, ben ouais, c'était construit dans des lieux peu touristiques ou peu attractifs, et donc ils y trouvaient pas leur compte. C'est tout le problème d'investir dans une région que l'on ne connaît pas. Alors quand on investit en France, c'est beaucoup plus simple. Quoique, on met toujours en garde à l'égard de celui, je sais pas, le Lillois qui voudrait investir dans le sud-ouest, par exemple, pourquoi pas? Mais est-ce qu'il connaît bien suffisamment cette région de France? Est-ce qu'il connaît bien le marché? Est-ce qu'il connaît bien les particularités? Alors, à plus forte raison, quand le bien il est situé à l'autre bout du monde. Bon. Donc le Girardin immobilier, oui, pourquoi pas? Ça peut être très intéressant, mais attention, de la connaissance que l'on aura de ce bien. Donc voilà, j'ai fait mon tour d'horizon, qui a quand même déjà été suffisamment long. Je surveille l'heure parce que voilà, je veux pas dépasser quand même un timing quand même beaucoup trop long. Après, vous pouvez écouter cet épisode de manière fractionnée, c'est ce que je conseille de faire en général. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, il y a quand même un point, qui est un point auquel il faut faire attention, et dont on voit bien que malheureusement parfois, un certain nombre de conseillers n'ont pas toujours alerté sur cette existence. C'est quoi? C'est le plafonnement des niches fiscales. Tout à l'heure, je vous ai dit, l'investissement les outils de défiscalisation, ils sont pas très intéressants pour quelqu'un qui paye pas d'impôts ou qui paye très très peu d'impôts. Ça, on le sait. Mais inversement, c'est pas toujours intéressant pour un contribuable qui va payer beaucoup d'impôts et qui veut, par ce levier de l'investissement, réduire fortement son impôt. Tout simplement parce qu'il existe un plafonnement des niches fiscales. Ça n'a pas toujours été le cas en France, mais petit à petit, on en a mis un et puis on a abaissé le seuil. Alors aujourd'hui, on sait qu'un contribuable, quand il calcule son impôt sur le revenu, il peut bénéficier de réductions et de crédits d'impôt. Alors, on en connaît des crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, je fais par exemple de l'emploi à domicile chez moi, je fais garder mes enfants, etc., les crèches, etc. Et puis les réductions d'impôt, j'en ai cité un certain nombre, puisque tout ce que j'ai cité depuis tout à l'heure, c'est des réductions d'impôts. Alors en fait, on dit aux contribuables, vous pouvez collectionner les réductions et les crédits d'impôt, mais attention, au final, quand on va calculer votre feuille d'impôt, il ne faut pas que le total de ces avantages fiscaux dépasse 10 000 euros. Alors 10 000 euros pour, on va dire, quelqu'un qui paye peu d'impôts ou une classe moyenne supérieure, c'est intéressant. Mais si vous êtes dans un objectif de largement défiscaliser, notamment votre investissement immobilier, ça risque de coincer. Et donc là, on s'est retrouvé parfois avec des contribuables qui ne pouvaient pas réduire dans leur impôt la totalité de leur investissement en Pinel, parce que éventuellement, par ailleurs, ils bénéficiaient d'un crédit d'impôt pour les emplois à domicile qu'ils utilisaient, pour la garde de leurs enfants, etc., qu'à un moment donné, le cumul total de ces aides, pas de ces aides, pardon, le cumul total de ces crédits d'impôt et de réduction d'impôt dépassant 10 000 euros, on rabote et on n'applique pas ce qui est au-delà de 10 000. Donc vous voyez, c'est une limite dans l'autre sens à laquelle il faut faire extrêmement attention. Parce que ça veut dire en toute simplicité que l'avantage fiscal dont je vais bénéficier, je ne vais pas en bénéficier en totalité, je vais en bénéficier que d'une manière totalement parcellaire. Mais attention, il y a certains dispositifs qui échappent à ce plafonnement. Il n'y en a pas 50. Il y a le Malraux et il y a la loi monument historique. Alors il faut reconnaître que quand vous faites un investissement dans le cadre du Malraux ou dans le cadre de la loi monument historique,
eh ben, vous échappez à ce plafonnement global des niches fiscales à 10 000 euros. Alors là, on voit bien l'effet extrêmement intéressant. Et c'est pas un hasard si ce sont les contribuables les plus fortunés qui vont sur ces dispositifs Malraux ou monuments historiques et qui vont les rechercher tout particulièrement. Mais là, on pourrait critiquer ces avantages fiscaux. Moi, je me dis que quelque part, mais on peut ne pas être d'accord avec moi, ça permet tout simplement un entretien du patrimoine national par l'intermédiaire de la défiscalisation. Donc finalement, l'État donne un avantage à ses contribuables, un avantage qui est très intéressant, mais en échange, quand on se balade en France aujourd'hui, on a quand même un patrimoine qui est largement entretenu et qui est plutôt très bien entretenu. Alors, tout ne vient pas de ces dispositifs de défiscalisation, mais quand même en partie. Bien, alors, cette série de 5 épisodes, ça y est, elle est enfin terminée. Donc, je ne vais pas redécrire, comme je l'ai fait dans l'introduction, l'ensemble de ces 5 épisodes. Alors, avec ces 5 épisodes, honnêtement, vous avez un large éventail de ce qu'est, en 2024, cette fiscalisation de l'immobilier. Alors là, j'ai pris des points particuliers, mais on va dire les points qui intéressent le plus grand monde. Alors j'en ai laissé évidemment énormément, mais parce que c'est pas possible de tout traiter de cette manière. Et donc je vous rappelle, avant qu'on se quitte, si vous voulez avoir un e-book qui retrace l'ensemble des informations de manière synthétique que j'ai distillé au cours de ces 5 épisodes, vous n'hésitez pas, vous inscrivez, je mets le lien dans les notes de l'épisode et vous aurez très rapidement cet e-book. Je vous dis à très bientôt.